Bonjour, je vais ici présenter comment le géris, la punaise d'eau, est capable de se maintenir à la surface de l'eau et d'utiliser cette surface non seulement comme un support, mais également comme un véritable outil de communication. Et il est capable de produire et de percevoir des vagues, ce qui lui sert par exemple pour détecter un danger ou lors de la reproduction. Il arrive à se maintenir à la surface de l'eau grâce à ses poils superhydrophobes et la tension de surface. Il est capable de se déplacer grâce à la formation de vortex, contrairement à ce que l'on pensait précédemment, qui était par la formation de vagues ou par la traînée. S'il parvient à rester à la surface, c'est grâce à ses pattes superhydrophobes, recouvertes de poils qui repoussent l'eau. Ces poils sont disposés selon deux couches, les macropoils et les microtriches, qui sont perpendiculaires à la cuticule et se recourbent à l'apex, maintenant une couche d'air incompressible en cas de submersion. L'angle que fait la patte avec l'eau permet que 34% de la tension de surface soit verticale et permette de le rendre donc immobile. L'équation présentée ici doit être respectée pour que le géris ne s'enfonce pas. On remarque que l'insecte possède une surface de contact 10 fois supérieure au minimal requis, lui offrant une certaine marge de sécurité. Mais comment se déplace-t-il ? Plusieurs hypothèses ont été proposées. D'abord, l'idée est que le géris utilise les ondes capillaires créées par ses pattes et la résistance contre celles-ci afin d'obtenir la force nécessaire à son déplacement. Néanmoins, les jeunes punaises d'eau ne peuvent pas atteindre la vitesse nécessaire de 30 cm par seconde pour générer ces ondes de surface. Et pourtant, ils se déplacent. Cette contradiction est ce qu'on appelle le paradoxe de Denis. Les ondes capillaires sont des ondes se déplaçant à la surface d'un fluide qui sont dictées par des effets de tension de surface et non de gravité. Une deuxième hypothèse a été envisagée. La traînée formée par les pattes glissant vers l'arrière. On a observé chez une araignée aquatique, Dolomedes triton, que la formation d'un creux ou dimple à la surface de l'eau permet une propulsion par traînée. Ce modèle pourrait aussi donc être appliqué chez le géris. La force de traînée est une force de résistance qui agit sur un objet lorsqu'il se déplace à travers un fluide. Cependant, chez le géris, la force de traînée reste insuffisante. Il est trop léger. Ses pattes ne s'enfoncent presque pas et la surface exposée à l'eau est trop petite. La véritable réponse se trouve dans une troisième hypothèse, celle des vortex. Le géris, lorsqu'il rame avec ses jambes motrices, crée des tourbillons hémisphériques juste sous la surface de l'eau. Par la troisième loi de Newton, on peut prédire qu'il doit y avoir un transfert clair de momentum vers le fluide. Et en effet, les vortex emportent avec eux une quantité de mouvement qui correspond presque exactement à celle de l'insecte lui-même. Ce sont ces tourbillons qui lui permettent de se propulser sans jamais briser la surface. Ce mode de déplacement est possible parce que le géris évolue dans un régime particulier, avec un nombre de Reynolds autour de 100. Ce nombre caractérise un écoulement intermédiaire entre des effets visqueux et turbulents. Il impose aussi une taille minimale pour que la propulsion par vortex soit efficace. Trop petit, le géris ne pourrait plus se déplacer car les vortex seraient instables. Enfin, au-delà de la locomotion, le géris utilise aussi la surface de l'eau pour communiquer. Il détecte des vibrations à l'aide de poils sensoriels et d'organes spécialisés. Ces signaux permettent de transmettre des informations à ses congénères ou de repérer des prédateurs potentiels, comme une grenouille et un poisson. Pour finir, je présente ici mon haïku. Sur l'eau pas pressée, le géris trace sa route, le ciel sous ses pieds.